L'ouverture de la grotte est un mince trou de serrure gris dans la roche, respirant l'odeur de terre humide et de vieille fumée. À l'intérieur, les femmes parlent à peine au-dessus d'un murmure. Pendant des semaines, elles ont vécu de l'air au goût de mensonges et de cendres, leurs oreilles accordées au ricochet des rumeurs, autant qu'à l'écho des tirs de fusil. Les Américains ne feront pas de prisonniers. Les Américains couperont les mains. Les Américains prendront d'abord les bébés. La peur pousse des jambes dans l'obscurité et elle court en cercle. Dehors, l'océan garde ses propres rythmes, indifférent. Quelque part au-delà de la crête, un homme crie un seul commandement d'une voix, ni en colère, ni excité, juste professionnel. Et cela se porte dans la grotte comme une parole d'une autre planète. Elles examinent le dernier inventaire de ce qui peut être porté. Une infirmière étudiante en blouse déchirée presse un paquet de tissus de pansement contre sa poitrine. Une sage-femme plus âgée resserre son châle autour de ses épaules et ajuste l'écharpe sur son bras gauche. Le garçon, dont elle a observé la fièvre, dort enfin. Il reste 2 grenades, une police d'assurance non dite qui semble plus lourde que leur métal. Une petite fille sert un bol de riz ébréché. Chaque objet est un choix. Chaque choix a été répété 100 fois dans leur tête. La première chose qu'elles voient, quand elles sortent à la lumière, n'est pas un canon de fusil, mais une main, paume en avant, doigts écartés, un signal universel de poids. L'homme attaché à la main est jeune. La saleté a blanchi les rides au coin de ses yeux. Une bande de tissu autour de son casque montre 2 lettres, stencilisées là, nettes et petites, une marque d'unité qui ne signifie rien pour elle. Il parle japonais d'une cadence mesurée qui fait cligner les yeux à l'infirmière étudiante. Les paroles sont trop propres. C'est un accent de salle de classe, pas l'aboiement rude d'un officier. Il leur dit d'avancer, lentement, de garder les mains visibles, de poser les armes. Il dit que les blessés iront en premier. La voix de l'interprète est si calme qu'elle semble être une instruction pour la calisthénie du matin. Elles sont habituées au son comme menace. Le craquement d'une brindille, le sifflement d'un obus, le rugissement d'un lance-flamme alors qu'une grotte est transformée en fournaise. Mais le son s'arrange maintenant en procédure. 2 marines montent avec une civière. Un autre s'agenouille avec une gourde et verse un ruban d'eau dans le bol de riz de la petite fille, puis le passe à la sage-femme et fait un signe de tête comme s'il partageait un secret. L'eau a le goût du métal. Elle a aussi le goût d'une promesse que les femmes ne font pas encore confiance. Un infirmier avance avec un sac de toile, ses mains rapides et formelles. Il touche un poignet, compte, soulève une paupière, dit quelque chose à l'interprète et sort une étiquette sur une ficelle avec un espace pour un nom. C'est comme si ces hommes avaient apporté une petite bureaucratie portable à l'embouchure de la grotte et l'avaient là posée comme un hôtel de campagne. Le choc est un inventaire en sens inverse. Pendant des semaines, les femmes avaient répété les répétitions. S'y capturer, mordre le verre, tirer la goupille, se faire air. Maintenant, leur corps refusait de se déplacer vers le scénario qu'elles appelaient autrefois « courage ». Quand l'infirmier prend l'avant-bras de l'infirmière étudiante et applique de l'iode sur la petite coupure qu'elle avait ignorée, la piqûre semble être la preuve que son bras appartient au même monde que le sien. Il soulève la gaze, l'enroule et épingle le bout avec une demi-torsion pratiquée. Le geste a la même logique qu'une révérence. Le premier mot qui passe entre l'infirmière et la femme américaine qui apparaît au bord du sentier n'est pas un mot du tout. C'est la veste d'un homme drapé sur les épaules minces. La veste sent le sel et la cordite. La femme portant le brassard de la Croix-Rouge est pâle de fatigue. Elle a la posture de quelqu'un qui se tient debout depuis 12 heures et prévoit de rester debout 12 heures de plus. Elle s'accroupit, montre une seringue comme une offrande, parle en anglais à l'infirmier, puis regarde l'infirmière dans les yeux et sourit d'un côté de sa bouche. Le mépris, on lui avait dit, la suivrait si elle vivait assez longtemps pour voir l'ennemi de près. Il ne vient pas. De l'autre côté de la clairière, d'autres grottes exhalent des gens. Certains émergent les mains levées, doigts écartés. Certains regardent par-dessus leurs épaules, comme s'ils espéraient que la montagne les avalerait à nouveau. Un marine se tient en garde avec son arme à une hauteur prudente, ne pointant pas vers les visages, incliné de quelques degrés vers le bas, la différence entre la visée et la préparation. La voix de l'interprète glisse d'un groupe à l'autre. La sage-femme entend des fragments. « Placez les enfants ici, nous vous déplacerons dans un moment. Ne courez pas. » Les instructions les arrangent en ligne comme pour un festival que l'île ne tiendra plus jamais. Il y a d'autres chocs, plus petits mais mordants. Une barre de savon pressée dans la main de l'infirmière étudiante. La première qu'elle a manipulée en des semaines. L'odeur est si soudaine qu'elle pourrait pleurer.
Un rectangle de pain brun qui s'effrite comme de la poussière sucrée sur la langue. Le son d'un crayon qui gratte alors qu'un jeune officier écrit le nom de chaque femme dans un registre qui semble fraîchement arraché à un pupitre d'école. Quand ils demandent leur nom de famille dans leur village, l'infirmière étudiante donne les deux. Elle s'entend parler d'une voix qui semble étrangère, parce qu'elle ne murmure pas. L'une des femmes met une main timidement contre le cadre de la civière, alors que le garçon est soulevé. Elle s'attend à un réprimande aboyé. Le marine le plus proche d'elle s'écarte et fait de la place, la laissant garder sa paume là, comme si la civière était un bateau, et le toucher pouvait la stabiliser. Il dit quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre, puis répète un mot qu'elle peut. « Mère ». L'interprète traduit un instant plus tard, mais elle a déjà compris le ton. Le monde des rumeurs dans la grotte avait peint un ennemi avec un visage, monstrueux, singulier, inévitable. Les hommes autour d'elle ont de nombreux visages. L'un est trop jeune et essaie de paraître plus vieux en serrant la mâchoire. L'un est plus âgé et la regarde avec une expression qu'elle ne peut pas nommer parce qu'elle contient trop de choses à la fois. L'un est un Easy, un Américain d'origine japonaise dont la posture se resserre quand un homme civil émerge tenant une lance en bambou. Le Nisé parle rapidement. La lance cliquette au sol et le moment passe comme une vague peu profonde sous la coque. L'infirmière étudiante fixe le Nisé comme s'il était un fantôme qui s'était échappé d'une histoire destinée à effrayer les enfants pour faire leurs devoirs. Il la regarde et cligne des yeux. Pas un fantôme du tout, juste un autre homme travaillant un quart. Il y a encore du danger partout. Une fissure de la ligne de crête fait que tout le monde se raidit. Quelque part au large, le canon d'un navire tousse et le son marche sur les rochers. La discipline américaine n'est pas un sort, elle pourrait se briser, elle le sait. Mais c'est une habitude qu'il porte comme un uniforme. Quand la première ligne de femmes est menée sur le sentier vers la clairière où attendent les camions, l'un des Marines compte doucement sous son souffle en anglais. 1, 2, 3, 4. Comme si les nombres étaient une berceuse pour lui-même plus que pour elle. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, quand le crépuscule a rebaptisé le monde et que le premier goût de bouillon chaud a cessé de trembler sur la cuillère, que l'infirmière étudiante ouvre son paquet de tissus et fait à nouveau l'inventaire. Elle a toujours le rouleau de pansement, bien qu'elle ne sache plus pourquoi elle l'a gardé. Elle a toujours le petit peigne à cheveux de sa mère enveloppé dans du papier. Les grenades sont parties. Elle tend le tissu qui les avait bercés à la femme américaine, qu'il utilise pour essuyer le visage d'un enfant, comme si c'était l'échange le plus naturel du monde. Sur ses genoux, l'étiquette de triage repose comme une carte de visite à un dîner formel. Âge, blessure, pouls. Les données ressemblent à un petit poème écrit dans l'alphabet de quelqu'un d'autre. Elle se demande si c'est ce que l'ennemi avait été tout du long. Une autre grammaire d'ordre. Une autre façon de mettre les morceaux cassés d'une journée en ligne pour qu'ils puissent être comptés et donc survivre. La rumeur meurt difficilement. Même alors que les femmes se faufilent dans la clairière, leur corps se prépare toujours aux punitions qui leur avaient été promises en murmure. Les soldats vous aligneront. Ils choisiront. Ils prendront. Chaque coup d'œil d'un garde est mesuré par rapport à cette attente. Et pourtant, les minutes passent différemment. Au lieu du chaos de la menace, il y a de la chorégraphie. Un sergent crie des numéros, les hommes se déplacent vers des positions comme des parties d'un exercice. Les femmes sont divisées non par cruauté, mais par efficacité. Les blessés dans une ligne, les inentendus dans une autre, les enfants rassemblés où les infirmiers peuvent les voir en premier. Le motif est militaire, mais ce n'est pas le cauchemar qu'elles avaient répété. La voix de l'interprète est la contradiction la plus déconcertante. Le japonais courant, livré sans colère, enlève le masque monstrueux que la propagande avait peint. Il leur dit de s'asseoir, d'attendre de l'eau, de tenir leurs enfants près d'eux. Il n'aboie pas. Il ne jure pas. Il ne ricane pas. Il répète les instructions avec la patience d'un enseignant, guidant les étudiants à travers un nouvel exercice. Pour la première fois depuis des semaines, les femmes entendent leur propre langue sans menace attachée, et cela les secoue plus qu'un coup de crosse de fusil ne pourrait le faire. Une infirmière attend le coup qui ne vient jamais. Elle baisse la tête quand un marine s'approche, s'attendant à ce que des doigts lui tirent les cheveux en arrière. Au lieu de cela, il place une tasse en étain de bouillon dans ses mains, s'éloigne et ne regarde jamais en arrière. Elle fixe la vapeur qui s'élève de la tasse. Cela sent l'oignon et la graisse, lourd et étranger, mais indéniablement de la nourriture. Autour d'elle, d'autres goûtent le café pour la première fois, amer, foncé, trop fort, et leurs visages se plissent de choc.
Quelques-unes rient, nerveuses, le son maladroit, mais vivant. Même le rire semble dangereux jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'aucune punition ne suit. Les examens médicaux continuent. Un infirmier avec un presse-papier s'agenouille, prenant les pulsations, écrivant des chiffres. Pour chaque femme, il accroche une étiquette autour de son cou. L'étiquette est étrange. Carton, ficelle et écriture qu'elle ne peut pas lire. Elle s'attend à l'humiliation, mais les étiquettes sont traitées avec soin. Ce ne sont pas des étiquettes de honte, mais des dossiers, partie d'un système. Son pouls, sa blessure, son nom, la découverte est troublante. Elle a été transformée en données. Mais des données qui sont maintenues en ordre, comme si sa survie importait à quelqu'un qui ne l'a jamais rencontrée. La première nuit est un flou de repos gardé. Elles sont rassemblées dans un enclos improvisé, marqué par des cordes et des lanternes. Les gardes marchent le long du périmètre, les fusils en bandoulière plutôt que pointés. Un jeune marine chante sous son souffle, une mélodie sans parole, quelque chose d'une radio très loin. Les femmes se figent d'abord, s'attendant à ce que la chanson se dissolve en menace. Mais cela ne se produit jamais. La mélodie dérive à travers l'enclos comme une berceuse pour les hommes qui ne peuvent pas non plus dormir. La poudre de désinsectisation pique leur cuir chevelu. Du savon est distribué en éclats et des seaux d'eau froide suivent. La sage-femme passe ses mains sur ses cheveux, sans le gravier de poudre et la viscosité de vraie mousse. C'est intrusif, oui, mais c'est aussi propre et elle ne peut pas nier le confort. Elles reçoivent des couvertures qui sentent la toile de jute et l'essence. Allongées sur le sol, elles respirent à travers l'étrangeté de cela. Pas la sécurité, pas la confiance, mais quelque chose d'inattendu. L'ordre sans violence. À la lumière faible, l'une des filles chuchote que peut-être les rumeurs étaient des mensonges. Une autre siffle en retour que les Américains ne font que prétendre, que la cruauté viendra plus tard. Ni l'une ni l'autre ne convainc l'autre. L'incertitude elle-même est épuisante. Et pourtant, quand l'aube vient et que les gardes distribuent du pain et des boîtes de confiture, les chuchotements s'arrêtent, les femmes mâchent, la bouche collante de sucre. Et pour un moment, les rumeurs perdent pied. Le choc n'est pas un événement unique, mais une lente érosion. Chaque petit geste, un garde allumant une lanterne sans crier, un infirmier serrant un pansement avec une douceur pratiquée, un interprète répétant les instructions jusqu'à ce que tout le monde comprenne, érodent les histoires qu'elles portèrent de la grotte. La peur ne disparaît pas, mais elle se plie, remodelée par des preuves qui refusent de correspondre au scénario. Au matin, elles savent au moins ceci. L'ennemi n'est pas ce qu'on leur avait promis. Il est plus étrange, plus compliqué et beaucoup plus difficile à haïr. Et cette réalisation est sa propre sorte de captivité, celle qu'elles passeront beaucoup plus de nuits à essayer de comprendre. La sage-femme s'assoit à côté d'elle, les yeux fermés, les lèvres bougeant, comme si elle rejouait la journée image par image. Quand elle les ouvre, elle ne regarde pas les Américains, mais les autres femmes. Certaines dorment déjà dans un tas de couvertures, qui sentent la toile de camion et la pluie. Certaines fixent le néant, leur visage tourné vers où se trouve la grotte, bien que la grotte soit maintenant derrière un virage et un poste de garde. Après une minute, la sage-femme dit à personne en particulier que le japonais de l'interprète sonnait comme un professeur lisant un proverbe à haute voix. L'infirmière étudiante hoche la tête, bien qu'elle ne puisse pas dire quel proverbe conviendrait à une journée comme celle-ci. En bas de la pente, les camions grondent et la mère répond de sa voix de fer. Un GI marche le long du périmètre avec une lampe de poche, vérifiant les cordes qui empêchent les couvertures de s'envoler dans l'obscurité. Quand le faisceau passe, les femmes tressaillent, puis se calment. La lumière semble être une autre invention. Intrusive, pratique, bizarrement généreuse. L'infirmière étudiante la regarde tracer une ligne brillante sur la tasse en métal, près de son genou. Elle n'aurait pas pu imaginer une telle ligne dans la grotte. La tasse semble plus grande dans cette lumière, non pas parce qu'elle est grande, mais parce que la lumière dit qu'elle sera là à nouveau dans une minute, et à nouveau après cela, et après cela. La répétition est une sorte de miséricorde. Quand elle s'endort enfin, ce n'est pas le sommeil de la reddition. C'est le sommeil de quelqu'un qui a été pris dans un système qui prendra des décisions en son nom pendant quelques heures. Quand manger, où s'asseoir, quand monter, comment s'aligner, et qui découvre à sa grande surprise qu'elle est reconnaissante de ce vol. Dans le rêve qu'elle a, la grotte n'a pas de bouche, c'est un pot d'argile scellé. Dans le rêve, elle presse ce pot dans les mains d'un étranger en uniforme étranger et dit « S'il vous plaît, portez ceci, c'est lourd ». L'étranger fait ce qu'elle demande, et quand elle se réveille, ses doigts sentent toujours le soulagement.
Le matin apportera des formulaires à signer avec une empreinte digitale, une file d'attente pour les toilettes, une explication de ce qui se passera ensuite. Cela apportera la première blague, terrible et gentille, d'un garde qui essaie d'être humain, au bord de l'enfer. Cela apportera le goût du café si fort que c'est une insulte et un sauvetage à la fois. Cela apportera la vue de l'interprète de la marine appuyé contre un poteau et regardant vers l'est comme si la direction elle-même était une langue qu'il essaie de réapprendre. Cela apportera surtout une redécouverte de sa propre voix à un volume normal. Elle dira son nom et cela sonnera comme une petite cloche sonnée au début de la classe. La leçon sera difficile, et elle sauvera sa vie. Elles n'étaient pas des soldats de la manière que la plupart du monde imaginait. Peu portèrent des fusils. Beaucoup n'avaient jamais été entraînés à marcher. Pourtant, la guerre les avait entraînés dans des uniformes et des brassards, les avait pressés dans des grottes et des hôpitaux, qui se trouvaient trop près du front. Certaines étaient des filles à peine sorties de l'école, enrôlées comme infirmières étudiantes et auxiliaires dans les derniers mois désespérés. D'autres étaient des femmes plus âgées, des sages-femmes, des commis, des professeurs dont les devoirs se sont transformés en triage quand le front s'est effondré autour d'elles. Et certaines étaient simplement des civils qui avaient fui dans des tunnels pour la sécurité, seulement pour émerger dans les bras des patrouilles américaines quand les fournitures ont manqué. À Okinawa, on les appelait les Imeyuri. Plus de 200 écolières âgées de 15 à 19 ans enrôlées pour servir dans des hôpitaux de campagne creusés dans les collines calcaires. Elles avaient étudié la littérature, les mathématiques, la poésie, et maintenant elles portaient des civières glissantes de sang, enveloppaient les blessures avec des chiffons et écrivaient les noms d'hommes qui ne vivraient pas jusqu'au prochain lever de soleil. La propagande leur disait qu'elles faisaient partie de l'effort de guerre. Pourtant, personne ne les avait préparées, à la commotion de l'artillerie ou à l'odeur de la chair brûlée dans les feux de grotte. Leurs professeurs enrôlés aux côtés d'elles ont essayé de maintenir l'ordre. Mais en juin 1945, les grottes étaient devenues sanglantes. Quand les lignes ont cédé, la reddition n'était pas un plan. La mort l'était. Et pourtant, certaines ont survécu assez longtemps pour être faites prisonnières. À Saipan, les femmes et les enfants étaient pris entre deux armées. Les familles civiles ont fui dans des ravins et des tranchées. Les mères portèrent des nourrissons enveloppés dans des sacs en tissu. Les étudiantes portèrent de vieux cartables d'école remplis de riz et de talismans. Les rumeurs se sont propagées à travers les grottes comme une maladie. Les Américains violeraient, tortureraient, tueraient. Certaines femmes ont choisi les falaises à la place, mais d'autres, acculées par le feu ou convaincues par des interprètes, criant par des haut-parleurs, ont trébuché dans l'ouvert. Elles se n'étaient pas inscrites comme prisonnières de guerre dans les listes officielles, plus souvent appelées internées ou civiles. Mais pour les femmes elles-mêmes, la captivité ne semblait pas différente. C'était la perte soudaine de contrôle, la fin d'une vie façonnée par les ordres d'en haut. Un nombre plus petit était des infirmières militaires réelles. Aux Philippines, les hôpitaux militaires japonais sont tombés lors du retour américain. Certains membres du personnel ont été capturés avec les blessés qu'ils avaient juré de soigner. Elles avaient porté un uniforme kaki assez bien foré pour saluer et comprenaient que la reddition était un déshonneur. Pourtant, quand les colonnes de troupes américaines les ont atteintes, elles étaient trop épuisées pour résister. Leurs uniformes ne leur ont donné aucune protection spéciale contre l'humiliation d'être fouillées, étiquetées et alignées aux côtés de civils. Pourtant, le choc était le même. L'ennemi qu'on leur avait dit de craindre les a traités avec un détachement clinique, parfois même avec soin. Chaque chemin vers la captivité était différent, mais le sentiment d'arrivée était similaire. Une fille avec un pansement encore enroulé autour de sa tête d'une explosion d'artillerie. Une professeure dont le cahier a été pris et mis de côté avec ses lunettes. Une sage-femme qui serrait son châle si fort que les gardes ont dû lui desserrer les doigts pour inspecter les grenades cachées. On leur avait tous dit qu'il n'y aurait pas de demain, une fois que les Américains seraient venus. Et pourtant, il y avait un demain. Et cela a commencé par une cantine, une étiquette, un signal pour la nourriture. C'était aussi une sorte de champ de bataille, non pas celui des tirs d'armes à feu, mais celui de la mémoire et de l'attente. Les femmes étaient des combattantes d'une sorte différente, enrôlées par la rumeur et la peur, enseignées que la reddition était pire que la mort. Leur choc ne résidait pas seulement dans ce qu'elles voyaient. Des soldats américains distribuant du pain, des infirmières attachant des bandages, des interprètes parlant calmement, mais dans ce qu'elles ne voyaient pas. Aucun monstre n'a émergé des histoires. L'absence elle-même était dévastatrice.
La tombée de la nuit enveloppe la zone de détention d'une couverture humide d'air marin. Des lanternes se balancent aux cordes, projetant des taches de lumière jaune sur des visages qui paraissent encore plus pâles dans la lueur. Les femmes s'assoient, près les unes des autres, les genoux se touchant, essayant de préserver les derniers vestiges de la proximité de la grotte. Mais la grotte a disparu. Maintenant, il n'y a que le ciel ouvert, l'odeur du kérosène et le rythme des hommes se déplaçant le long d'un périmètre qu'ils ne peuvent pas franchir. Le premier rituel est le délousage. Elles sont alignées, les manteaux enlevés, et une poudre blanche est soufflée dans leurs cheveux et leur col. La piqûre au cuir chevelu, le gravier dans les oreilles, la toux qu'elle provoque, tout cela humilie. Pourtant, c'est fait rapidement avec la même efficacité que l'étiquetage des bagages à une gare. Un sergent aboie quelque chose en anglais. L'interprète le répète en japonais. « Restez immobiles. Cela aidera contre la fièvre. » La sage-femme murmure entre ses dents que la mort aurait été plus simple. Mais la fille à côté d'elle se gratte le cuir chevelu et chuchote que cela semble presque propre. Du savon apparaît ensuite. Des éclats coupés de barres plus grandes passent le long de la ligne dans des plateaux en métal. L'odeur est forte et chimique, mais c'est incontestablement du savon. Des seaux d'eau froide suivent. Les femmes s'éclaboussent le visage, se frottent les bras, essuient des semaines de fumée et de sang. Pour un moment, il y a du rire, surpris et maladroit. Quand une fille éternue de la mousse par le nez, personne ne le fait taire. Les gardes ne lèvent même pas les yeux. Le rire persiste impuni comme de la contrebande laissée à découvert. Puis la nourriture. Du pain, des tranches épaisses, avec des croûtes trop foncées, distribuées sur des assiettes en étain. De petites boîtes de confiture, rouges et collantes, ouvertes avec des ouvre-boîtes qui cliquettent, comme des outils d'un autre siècle. Du café versé de pots cabossés dans des tasses qui ont le goût du métal et de la cendre. L'amertume fait grimacer beaucoup, mais elles boivent quand même parce que c'est chaud. La faim et la suspicion se battent dans leurs estomacs. Certaines cachent la moitié de leur portion dans des chiffons, ne croyant pas encore qu'il y en aura plus demain. Ensuite vient la paperasserie. Une longue table est installée sous une toile volante. Un caporal avec un crayon s'assoit derrière, flanqué de 2 interprètes. Chaque femme est appelée une par une. Nom, âge, village, profession. Les réponses sont écrites sur des fiches cartonnées attachées aux étiquettes en carton déjà suspendu à leur cou. Une photographie est prise avec un appareil photo portatif, l'ampoule flash explosant en blanc contre la nuit. Pour beaucoup, c'est la première fois que leur ressemblance est capturée à la lumière. Certaines baissent les yeux de honte. D'autres fixent directement l'objectif comme si elles osaient la machine à dire la vérité. Les empreintes digitales suivent. Des tampons encreurs, des feuilles de papier, une pression soigneuse de chaque doigt à tour de rôle. Le processus est étrange, presque intime. L'interprète explique sur un ton plat. C'est pour le dossier. Cela ne vous fera pas de mal. Les femmes se regardent, déconcertées par la pure bureaucratie de tout cela. Leur vie réduite à des tourbillons d'encre et à des cartes griffonnées. Pourtant, les cartes sont empilées soigneusement, classées, gardées. L'ordre lui-même semble être un langage qu'elles ne peuvent pas lire mais ne peuvent pas ignorer. À mesure que la nuit s'approfondit, les gardes distribuent des couvertures. De la laine grossière lourde de l'odeur de l'huile et de la toile. Les femmes s'enroulent dedans, formant des grappes, les têtes penchées ensemble. Le sommeil vient inégalement. Certaines chuchotent des prières, certaines pleurent doucement dans leur châle. D'autres restent éveillées, fixant les silhouettes des gardes qui font leur circuit sans fin. Les fusils suspendus bas, les bottes crissant le gravier dans un rythme qui devient une sorte de berceuse étrange. Personne ne les touche avec cruauté. Personne ne se moque. Cette absence est presque plus choquante que la violence ne l'aurait été. Les rumeurs les avaient là préparées à la douleur, pas à la procédure. Elles avaient imaginé le chaos, pas l'ordre. Pourtant, les voilà, numérotés, étiquetées, empreintes digitales prises et étonnamment toujours vivantes. À l'aube, les femmes connaissent la forme de leur nouvelle captivité. Cela sent le savon, a le goût du café amer et sonne comme une mine de crayon qui gratte les cartes. C'est humiliant, oui, mais c'est aussi cohérent. Pour la première fois en des semaines, le monde autour d'elles fonctionne selon des règles qui ne changent pas à chaque éclatement d'obus. Et cette prévisibilité, aussi étrangère qu'elle le semble, commence à éroder la peur. Le premier trajet en camion est chaoteuse, la route criblée et glissante de pluie. Les femmes s'accrochent aux rails en bois,
les yeux se précipitant entre les gardes armés et l'horizon. Elles ne sont pas conduites à une prison comme elles s'y attendent, mais à une ville de toile disposée sur une hauteur au-dessus de la mer. Des tentes blanches bien rangées en rangées, la croix rouge peinte grande et audacieuse sur les rabats de toile, visible même de l'air. Cela semble impossible, comme trébucher sur un terrain de fête après des semaines de grottes et de feu. Les femmes sont guidées dans la plus grande tente. L'air à l'intérieur épais d'antiseptique. L'odeur seule est un choc. L'alcool fort, l'iode, quelque chose de propre et de chimique qui brûle le nez. Des rangées de lits s'étendent dans les deux directions, chacun avec un homme ou une femme allongés immobiles, certains gémissant, certains endormis. Les Américains et les Japonais sont tous les deux là, côte à côte, divisés seulement par l'espace d'une allée en toile. Personne ne les avait préparés pour ce spectacle. Les ennemis soignés en parallèle, chaque corps réduit à un patient. Une infirmière s'approche, mais elle n'est pas japonaise. Son visage est pâle, ses cheveux tirés en arrière sous une coiffe, son uniforme impeccable d'une manière qui semble irréelle après des mois de haillons. Elle porte un plateau de seringues, se déplaçant avec une efficacité rapide. Quand elle s'arrête au lit de l'étudiante infirmière et attache une bande autour de son bras, la jeune femme tressaille, s'attendant à la douleur ou à l'humiliation. Au lieu de cela, elle entend la voix calme de l'interprète. Du plasma pour vous renforcer. L'aiguille glisse. La fraîcheur se propage le long de son bras. Elle regarde le liquide clair s'égoutter goutte à goutte dans sa veine. La sensation est effrayante, mais aussi étrangement apaisante. D'autres procédures suivent, des éclats d'obus retirés d'un mollet, une plaie rincée à l'eau claire qui pique à l'iode, un examen dentaire qui semble absurdement civilisé, un miroir, une lumière et l'instruction d'ouvrir grand. Pour les femmes qui ont vécu dans l'obscurité et la saleté, l'intimité clinique d'être examinée est accablante. La honte et le soulagement se battent pour avoir de la place dans leur poitrine. La sage-femme qui avait serré son châle à travers tout est stupéfaite quand une infirmière demande tranquillement son statut de grossesse. La question est clinique, posée sans jugement et accompagnée d'une boîte de vitamines pressée dans sa main. L'idée qu'un ennemi considérerait un tel détail la brise presque. Elle avale les comprimés et sent leur poids crayeux sur sa langue comme s'ils étaient la preuve d'une bonté cachée. Elles sont délousées à nouveau, leurs cheveux peignés par des mains ordonnées. Les plaies sont réenveloppées dans de la gaze fraîche, et chaque femme reçoit une robe à porter dans le service. Les vêtements sont trop grands, les manches pendent comme des rideaux. Mais le coton propre est une révélation. Une fille pleure silencieusement dans son col, submergée par la sensation du tissu qui ne sent pas la fumée. Ce qui les choque le plus, ce n'est pas seulement le traitement, mais la routine de celui-ci. Une cloche sonne. Des plateaux de nourriture apparaissent, du bouillon, du pain, même des fruits. Un infirmier enregistre les températures et les pouls sur des presse-papiers accrochés au pied de chaque lit. Le rythme des soins est implacable et impersonnel, comme si elle faisait partie d'un système plus grand que la guerre elle-même. Et cela plus que tout ébranle le fondement de la propagande qu'elle portait. On leur avait dit que les Américains étaient rodés sauvages. Au lieu de cela, elles sont traitées comme des entrées dans un journal médical. Pas chéries peut-être, mais pas jetées non plus. La présence de femmes américaines amplifie la rupture. Ces infirmières ne sont pas des démons, mais des professionnels. Elles parlent d'une voix ferme, sourient rarement, grondent doucement quand un patient s'agite. Pour les femmes japonaises, leur existence est déconcertante. On leur avait enseigné que la féminité en guerre signifiait le sacrifice, le silence, l'obéissance. Ici, les femmes commandent les ordonnances, dirigent les procédures et portent l'autorité écrite dans leurs uniformes. Ce n'est pas seulement la bonté qui étonne, mais la compétence. La réalisation que les filles de l'ennemi tiennent des seringues et des stéthoscopes avec la même certitude que les hommes tiennent des fusils persiste longtemps après que les lumières soient éteintes. Cette nuit-là, allongées sous des couvertures qui sentent légèrement le détergent, les prisonnières chuchotent les unes aux autres. Certaines se demandent à haute voix si ce soin est un piège destiné à prolonger la souffrance avant une cruauté finale. D'autres confessent qu'elles se sentent plus en sécurité ici que dans les grottes. Aucune ne peut réconcilier la contradiction. Dans leurs esprits, la guerre avait séparé deux mondes. Ici, sous une tente blanche avec une croix rouge cousue en gras au centre, les mondes se chevauchent au rythme d'une chambre à gouttes, de la piqûre d'iode et du battement régulier d'une infirmière, qui vérifie un pouls. La matinée ne commence pas par des coups de feu ou des cris, mais par des stylos.
Une table pliante a été installée à l'extérieur de la tente d'hôpital, tenue par des commis en chemise kaki, les manches soigneusement retroussées au-dessus du coude. Les femmes sont conduites là en petits groupes, chacune recevant une place sur un banc en bois. Cela ressemble étrangement à l'école, sauf qu'au lieu de leçons, il y a des formulaires, des feuilles de papier imprimées avec des mots anglais, des cases à remplir, des lignes à signer. Le premier choc vient de l'encre. Une commis trempe sa main dans une petite boîte de pâte noire et appuie chaque doigt, un par un, sur une carte. Les crêtes de ces empreintes digitales s'épanouissent en miniature parfaite sur le papier. Elles fixent le motif, à la fois intime et étrange. Elle réalise que dans ce pays, son identité n'est pas liée à un registre familial ou à un dossier de temple, mais aux spirales de peau à ses extrémités. La pensée la trouble, mais l'impressionne aussi. Vient ensuite la photographie. Un soldat ajuste un appareil photo sur trépied, son objectif scintillant sous le soleil pâle. Les femmes sont invitées à se tenir contre une feuille de toile vierge. L'appareil photo clique, capturant leur visage dans un seul éclair de lumière. Pour des femmes à qui on avait appris à baisser le regard, la demande de regarder droit dans l'œil de verre est déconcertante. Leurs images, autrefois privées, sont maintenant fixées à jamais dans un dossier américain. Elles ne savent pas ce qui sera fait de ces photographies, mais l'acte lui-même ressemble à une forme étrange de possession. Puis viennent les questions. Un interprète lit lentement à partir d'un formulaire. Nom, âge, lieu de naissance, nom des parents, état civil, profession. Une femme, une institutrice, hésite avant de répondre. Admettre sa profession semble dangereux. Pourtant, la commis américaine hoche la tête brièvement, écrit « institutrice » et continue sans la moindre lueur d'intérêt. Pour les prisonnières, cette indifférence est presque plus choquante que l'hostilité. Leurs détails ne sont pas jugés, seulement collectés. Chaque vie réduite à une ligne d'écriture soignée empilée dans des piles croissantes de dossiers en papier kraft. Les dossiers médicaux suivent. Les graphiques sont mis à jour avec la pression artérielle, le poids, même l'état dentaire. Une infirmière note soigneusement les plombages et les dents manquantes de chaque femme. Une prisonnière se souvient des années plus tard, comment ce moment l'a frappée le plus durement. Il nous écrivait comme si nous comptions, comme si nos dents étaient importantes. Elle s'attendait à de la négligence ou pire, mais s'est plutôt trouvée cataloguée comme n'importe quelle recrue américaine. La bureaucratie a un rythme. Empreintes digitales, photographies, questions, notes, cartes estampillées avec des dates. Chaque femme quitte la table avec une étiquette d'identification suspendue autour de son cou estampillée d'un numéro. Pour la première fois depuis sa capture, elles ne sont pas anonymes. L'ironie est vive. Elles avaient perdu leur nom dans le chaos de la défaite, seulement pour les retrouver maintenant comme des entrées dans un système étranger. Même les plus petits détails laissent une impression. Le tampon en caoutchouc qui s'abat sur le papier, laissant une marque violette audacieuse. Les touches de la machine à écrire qui claquent alors qu'une commis transcrit les noms dans les dossiers. Le grattage régulier des crayons sur les formulaires. Ces sons deviennent la bande sonore de leur nouvelle existence. D'une certaine manière, la monotonie du processus offre une certaine assurance. Contrairement à la terreur arbitraire des bombardements ou des raids de grottes, ce système est prévisible, froid, mais pas cruel. Ce qui les étonne le plus, c'est l'ampleur même de celui-ci. Chaque prisonnière, des milliers dans les camps, est traitée avec la même rigueur. Pour des femmes élevées dans un monde où la bureaucratie se pliait souvent au rang et aux privilèges, l'uniformité est frappante. La fille d'un fermier est documentée avec la même attention que la veuve d'un officier. Pas de faveurs, pas d'insultes, juste des lignes remplies, des timbres appuyés, des cartes empilées haut. Le système les aplatit, mais il les protège aussi. Alors que le soir tombe, les femmes sont reconduites à leur tente, les étiquettes cliquetant contre leur col. Certaines rient nerveusement de l'absurdité de tout cela. D'autres touchent les cartes estampillées, s'émerveillant du poids du papier, de l'autorité qu'ils portent. Elles chuchotent sur ce que ces dossiers pourraient d'emblée signifier. Sont-ils une garantie de sécurité, un piège ? Personne ne sait, mais tous comprennent qu'elles ont été absorbées dans une machine beaucoup plus grande qu'elles-mêmes. Plus tard, quand l'une des femmes écrit secrètement dans un carnet, elle décrit la journée non pas comme humiliante, mais comme surréaliste. Nous avons été catalogués comme des livres, note-t-elle. Mais les livres sont préservés. Ils ne sont pas brûlés. La comparaison reste avec elle. Elle réalise que la paperasse n'est pas seulement du contrôle. C'est aussi, à sa manière, une promesse. Qu'elles ne disparaîtront pas sans trace. Que leur existence est maintenant estampillée dans les archives de leur ennemi.
le coup de sifflet du matin coupe le silence avant l'aube. Ce n'est pas la sirène qu'elle connaissait au Japon, ni les ordres criés d'un sergent instructeur, mais un court coup pratique d'un sifflet portatif. Les femmes se lèvent lentement, boutonnant leurs vêtements émis, certaines tenant toujours les couvertures qu'elles ont appris à chérir. Les gardes se tiennent dehors, les fusils portés négligemment plutôt que pointés, leur posture presque détendue. Une liste est lue. Les détails de travail sont assignés. Au début, l'idée même que des prisonnières soient envoyées travailler semble familière. Dans leurs esprits, elles s'attendent à des travaux de punition, du travail forcé destiné à les briser. Pourtant, ce qui suit n'est rien de tel. Certaines sont menées à des champs juste au-delà du fil de fer barbelé. On leur remet des houes et des bêches, et on leur dit de cultiver des rangées de légumes. D'autres sont conduites à une tente de blanchisserie où de grands tambours en acier font tourner les uniformes avec du savon et de l'eau chaude. Quelques-unes sont même assignées aux cuisines coupant des légumes sous l'œil vigilant des cuisiniers américains. Le rythme du travail les choque par son caractère ordinaire. Elles avaient été préparées à la douleur, mais elles se trouvent à faire des tâches qu'elles faisaient autrefois à la maison, creuser le sol, frotter le tissu, faire bouillir le riz. L'absurdité pique. Comment la captivité peut-elle ressembler à une extension de la vie quotidienne ? Une femme, qui avait été couturière avant la guerre, se trouve à réparer des housses de toile pour des jeeps. Ses doigts, autrefois gelés dans les grottes, se déplacent maintenant avec aisance sur du tissu propre. Elle chuchote à sa voisine « C'est comme travailler dans mon atelier à nouveau ». L'ironie apporte un petit sourire coupable. L'ampleur de la provision américaine devient claire dans les champs. Les prisonnières sont stupéfaites par l'abondance des graines, la qualité des outils, même la facilité avec laquelle l'irrigation est arrangée. Une simple pompe fournit des flux d'eau d'un puits à proximité. Elles se souviennent de la terre craquelée de leur patrie, des pénuries, des tiges de riz cassantes qui se pliaient sous la sécheresse. Ici, les légumes se lèvent verts et pleins, destinés non seulement aux soldats, mais aussi aux prisonnières. Pour les femmes, cette générosité gaspilleuse est déconcertante. À la blanchisserie, le choc est différent. De grands tambours tournent sans cesse, alimentés par des générateurs diesel qui bourdonnent régulièrement tout au long de la journée. Les flocons de savon, abondants et pingeants, piquent leurs mains, mais laissent le tissu presque éblouissant de propreté. Elles avaient frotté le tissu sur des pierres pendant des années, se penchant sur des rivières jusqu'à ce que leur dos fasse mal. Voir des machines faire le travail avec une telle efficacité désinvolte les fait murmurer d'incrédulité. Une prisonnière se souvient plus tard d'avoir pensé « Si le Japon avait des machines comme celle-ci, peut-être que les mères ne se seraient pas courbées dans les rivières pendant des générations. » Les cuisines fournissent une autre révélation. La viande, les légumes, les sacs de farine arrivent par camions entiers, déchargés avec une aisance pratiquée. Les cuisiniers américains, transpirant dans leur tablier, plaisantent même en tranchant les oignons. Les prisonnières assignées pour aider sont déconcertées par la simple variété de nourriture. Des boîtes de pêche, des miches de pain, des cuves de soupe, des tranches de bœuf. Une jeune femme qui n'avait pas vu de fruits depuis des années reste figée quand on lui dit de peler des pommes. Elle fixe leur peau rouge comme s'il s'agissait de bijoux. Plus tard, elle écrit dans ses notes secrètes « J'ai pensé à mon village où une pomme était divisée entre 3 enfants. Ici, ils en utilisent des douzaines pour la tarte. » Ce qui les trouble le plus, c'est la liberté dans les limites de la captivité. Les groupes de travail marchent au-delà du fil de fer barbelé, sous une garde minimale. Les fermiers des villes voisines regardent parfois, hochant poliment la tête aux femmes japonaises penchées sur les champs. Les gardes, bien qu'armés, fument négligemment et discutent entre eux. Ce n'est pas la présence étouffante de la peur constante, mais quelque chose de plus proche de la supervision. Pour certaines prisonnières, la réalisation s'aube lentement. L'évasion est possible, mais très peu tente même. Où irait-elle ? Dans une terre d'étrangers, un pays vaste et indifférent. Le travail lui-même, la nourriture qu'il apporte, les petits salaires parfois crédités à leur compte dans les cantines du camp, est plus sûr que la liberté. La partie la plus déconcertante du travail est sa routine. Les jours commencent par l'appel, se poursuivent par un travail régulier, s'interrompent pour les repas et se terminent par une marche de retour au baraquement. Cette prévisibilité s'infiltre dans les os des femmes. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, elles peuvent anticiper demain. La guerre avait été le chaos, chaque jour une terreur inconnue. La captivité, paradoxalement, devient stabilité. Cette stabilité les secoue plus profondément que n'importe quelle cruauté ne pourrait le faire.
Les soirées apportent leurs propres surprises. Celles qui ont travaillé dur reçoivent de petits jetons, du pain supplémentaire, une cigarette, parfois même un morceau de chocolat. L'idée que le travail est récompensé et non puni contredit tout ce qu'elles avaient cru sur l'ennemi. Pour certaines, cela ressemble à de la manipulation. Pour d'autres, cela ressemble à la dignité retrouvée. De toute façon, cela ronge la certitude de la propagande qui peignait les Américains comme des bêtes sans pitié. Une histoire se propage parmi les prisonniers concernant une femme assignée à une ferme en dehors du fil de fer barbelé. Elle travaille en silence, la tête penchée sur des rangées de maïs. Une fermière américaine apporte de l'eau pour les gardes et, voyant l'épuisement des prisonniers, lui en offre une tasse aussi. La femme accepte en tremblant et boit profondément. Le goût est simple, de l'eau froide d'une gourde, mais le geste est dévastateur. Dans son esprit, les ennemis ne partagent pas l'eau. Pourtant, ici, sous un soleil du Midwest brillant, une fermière lui a tendu une tasse sans hésitation. Le travail les change lentement. Les muscles retrouvent leur force, les mains deviennent calleuses, et la couleur revient aux joues autrefois creusées par la faim. Mais, plus que leur corps, leurs hypothèses changent. Elles commencent à voir l'ennemi, non pas comme un monstre sans visage, mais comme des hommes et des femmes intégrés dans des routines aussi ordinaires que les leurs. Des fermiers, des cuisiniers, des commis, des infirmières, pas des démons, pas des bêtes, juste des gens. Cette réalisation est plus dangereuse pour leur ancienne vision du monde que n'importe quel fil de fer barbelé. Cette nuit-là, dans les baraquements, elles chuchotent sur ce qu'elles ont vu. Une machine à coudre fonctionnant avec aisance, une fermière offrant de l'eau, un garde qui les a laissés s'arrêter pour s'essuyer la sueur avant de retourner au travail. Ce ne sont pas de grandes révélations, pas de discours ou de déclarations, mais de petits actes qui s'accumulent en quelque chose d'indéniable. Dans le rythme du travail quotidien, dans l'échange simple d'efforts contre subsistance, l'ennemi a commencé à paraître humain. Et cette réalisation, répétée chaque jour sous le soleil vigilant, transforme la captivité en quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Une leçon de survie, de dignité et de dissonance entre ce qu'on leur avait enseigné et ce qu'elles vivent de maintenant. Les premières rumeurs se propagent en chuchotement. Un commis avait mentionné le courrier. Au début, personne n'y a cru. Des prisonniers envoyant des lettres. Cela semblait absurde. Dans leurs esprits, la captivité signifiait le silence, l'isolement, l'oubli. Mais une semaine plus tard, les gardes ont apporté des paquets de papier, des enveloppes et de petits crayons taillés courts. L'annonce est venue par un interprète. Chaque femme pouvait écrire chez elle. Le choc était presque trop difficile à traiter. Elles se sont assises à de longues tables, des feuilles blanches devant elles, regardant comme si elles contemplaient des reliques pour des femmes qui avaient griffonné des notes sur des morceaux de tissu ou chuchoté leurs dernières paroles dans des grottes avant que le feu ne les consume. La vue du papier officiel ressemblait à un miracle. Une infirmière a décrit plus tard ce moment comme celui d'avoir retrouvé une voie. Les règles étaient strictes. Écrire en japonais uniquement. Éviter les secrets militaires. Aucune mention des emplacements du camp ou des gardes. Les lettres seraient censurées, tamponnées et transmises par les canaux militaires. Pourtant, même avec des restrictions, l'acte lui-même était transformateur. Pour la première fois depuis leur capture, elles pouvaient imaginer leurs paroles traversant les océans, atterrissant dans un foyer familier, étant tenues dans les mains de la famille qui les croyait mortes. Les premières lettres étaient hésitantes, guindées. Une institutrice a écrit à sa mère « Je suis vivante, je suis en sécurité, ne t'inquiète pas ». Elle a omis les détails, la piqûre antiseptique des tentes d'hôpital, le pain qui remplissait son ventre, le choc des infirmières américaines. Mais entre les lignes, l'espoir tremblait. Une autre femme, une couturière, a simplement écrit « J'ai vu une pomme aujourd'hui. Elle était rouge et je me suis souvenu de toi. » De telles petites images portaient un poids bien plus grand que n'importe quel rapport de batailles ou de cartes. La mécanique du courrier les a autant étonnés que l'acte lui-même. Les commis empilèrent les enveloppes, appuyaient sur des timbres violets et les triaient dans des sacs qui disparaissaient sur des camions se dirigeant vers les ports. L'échelle était écrasante. Des milliers de lettres de prisonniers de toutes les nations passaient par le système quotidiennement, pour des femmes qui se souvenaient des pénuries de papier et d'encre au Japon. L'abondance de fournitures seule était un choc. Quand les réponses sont revenues quelques semaines plus tard, l'incrédulité s'est approfondie. De minces enveloppes tachées par le voyage portèrent l'écriture de mères, de sœurs, d'enfants. Certaines ont pleuré ouvertement,
tenant le papier contre leur visage comme si le parfum pouvait se transmettre par l'encre. D'autres ont lu en silence, les lèvres tremblantes comme si elles formaient chaque caractère 2 fois. Les familles ont exprimé à la fois le chagrin et le soulagement. Elles avaient supposé que leur fille était perdue à jamais. Maintenant, elles tenaient la preuve de la vie, sanctionnée par l'ennemi lui-même. La propagande qu'elles avaient autrefois crue a commencé à se désagréger. On leur avait dit que les Américains ne se souciaient pas de la vie, que les prisonniers disparaîtraient sans laisser de traces. Pourtant, voici la preuve vivante du contraire. Un système organisé, méticuleux, presque bureaucratique dans sa miséricorde, assurant que les paroles traversaient les océans au milieu d'une guerre mondiale. Les censeurs coupaient parfois des phrases à l'encre noire ou découpaient des lignes entières avec des ciseaux. Pourtant, même ces omissions portaient un sens. Elles révélaient un système qui permettait à la vérité de s'échapper, même si incomplète. Une femme a écrit sur la récolte de légumes dans les champs du camp. Le censeur l'a laissé passer. Une autre a mentionné la gentillesse occasionnelle d'un garde. Cela a survécu à l'examen. Ces fragments d'humanité ont voyagé chez elle comme de la contrebande, sapant l'image de l'ennemi comme monstrueux. Pour certaines, l'écriture elle-même est devenue une thérapie. L'acte quotidien de former des paroles, de se souvenir, de décrire même de petits détails, a donné une structure à des vies qui avaient été dépouillées de contrôle. Elles ont décrit les couchers de soleil, les repas du camp, le son des radios jouant de la musique swing, le goût du pain. Ce n'étaient pas de grands énoncés politiques, mais des portraits intimes de survie. Le courrier a également introduit un nouveau rythme du temps, non plus mesuré uniquement par les sifflets et les détails de travail. Les jours sont devenus ancrés dans l'espoir de l'être. L'appel du matin était suivi de la question « Y aura-t-il du courrier aujourd'hui ?» Même la déception portait du poids, car cela signifiait que le système existait, et peut-être que demain, leur nom serait appelé. L'impact des lettres s'est propagé vers l'extérieur. Les familles au Japon, lisant des descriptions de soins médicaux, de nourriture et de gentillesse surprenantes, ont commencé à remettre en question les émissions officielles qui peignaient les camps américains comme des fosses de mort. Les paroles de filles et de sœurs portaient plus de poids que les discours des politiciens. Tranquillement, invisiblement, la guerre des croyances a basculé. Les femmes elles-mêmes ont senti le changement à l'intérieur. Elles n'étaient plus des captifs sans nom perdus dans une vaste guerre. Leurs identités s'étendaient à travers l'océan, liées à des foyers qui les se souvenaient encore. Dans leurs esprits, cette connexion les gardait vivantes, leur donnait un but, et les ancrait dans quelque chose de plus grand que le fil de fer barbelé et la routine. Une prisonnière a rappelé plus tard sa première réponse de chez elle. « Ma mère a écrit « J'ai rêvé que tu étais vivante. Maintenant tes paroles sont dans mes mains. J'ai pleuré jusqu'à ce que l'encre s'efface. Ce moment a brisé des années de propagande en un seul coup. L'ennemi était devenu le pont de retour à la famille. La nuit, sous la lueur faible des lanternes, les femmes lisaient leurs lettres à haute voix les unes aux autres, partageant la joie et le chagrin. Les paroles se mêlaient au bruissement de la toile, au bourdonnement lointain des générateurs, aux voix basses des gardes. Dans cette harmonie fragile, la captivité ressemblait moins à un effaceur et plus à une vie étrange et suspendue. Le courrier, avec ses timbres et ses sceaux, ses taches et ses plis, est devenu la preuve qu'elles existaient toujours, non pas comme des prisonniers sans visage, mais comme des filles, des sœurs, des mères, dont les paroles traversaient les océans et revenaient, contre toute attente, intactes. La première fois qu'elles l'ont vu, elles ont pensé que c'était un défilé. Une ligne d'Américains en short et chemise a couru à travers le champ, un ballon rebondissant entre eux, mais il n'y avait pas de tambour, pas de formation, pas de commandement aboyé. C'était un jeu, le baseball. Les bâtons craquaient, les gants claquaient, les acclamations éclataient alors que le ballon s'arquait dans l'air. Pour les femmes japonaises, c'était une scène à la fois absurde et déconcertante. Des soldats, les mêmes hommes qui avaient bombardé leur patrie, riant comme des écoliers, chassant les bases comme si la guerre n'existait pas. L'absurdité s'approfondissait quand elles ont vu des femmes parmi eux, des infirmières américaines, leurs casquettes blanches échangées contre des visières, balançaient acquis des bâtons avec la même confiance que les hommes. Un coup a envoyé le ballon s'envoler. Le rire a explosé des deux équipes. Les prisonniers se tenaient derrière le fil de fer barbelé, silencieux, stupéfaits. Au Japon, le rôle des femmes à la guerre était le sacrifice, le silence, l'endurance. Ici, les femmes riaient ouvertement, jouaient en public, criaient des encouragements aux hommes.
Le contraste était presque insoutenable. Les loisirs apparaissaient partout. Les radios diffusaient des airs de swing en soirée, leur rythme se répandant dans le camp. Les soldats se rassemblaient pour danser par deux, leurs pas maladroits mais enthousiastes. Un jour, un groupe d'infirmières a mis en place une photographie et a enseigné les pas du jitterbug à quiconque voulait se joindre à eux. De derrière le fil barbelé, les femmes regardaient leur visage pris entre le choc et l'envie. Voir des femmes tournoyer, les jupes s'évasant, les cheveux détachés, c'était une liberté qui frappait au cœur de leur éducation. Les sports ont multiplié la surprise. Un après-midi, un filet de volley-ball a été installé. Les soldats et les infirmières ont sauté, ri, trébuché, ont applaudi en signe de victoire. Les prisonniers, incapables de détourner le regard, chuchotaient d'incrédulité. Ce n'était pas le sport lui-même qui les secouait, mais l'égalité qu'il représentait. Les hommes et les femmes côte à côte, non divisés par des hiérarchies rigides, non relégués à l'ombre. Un prisonnier a écrit plus tard « J'ai pensé que c'est ainsi qu'ils vivent, quand ils ne se battent pas. Pas dans la peur, pas dans le silence, mais dans le rire. » La musique était un autre choc. Des fanfares militaires avaient été attendues, des cuivres et des tambours imposant l'ordre dans l'air. Au lieu de cela, les prisonniers ont entendu des saxophones, des clarinettes, des guitares, de la musique swing, rapide et ludique, remplissant le crépuscule. Les infirmières chantaient en harmonie, leur voix claire et assurée. Les femmes japonaises, élevées dans une culture d'élégance retenue, ont été stupéfaites par l'exubérance. Ici, même la guerre portait une bande sonore de joie. Une nuit, le camp a organisé un spectacle de talent. Les soldats se sont habillés en costumes, certains comiques, certains musicaux. Une infirmière a chanté une ballade d'amour qui a fait taire la foule. Un groupe d'hommes a présenté des sketchs burlesques qui ont fait hurler leurs camarades. Derrière le fil barbelé, les prisonniers chuchotaient entre eux. Des ennemis qui pouvaient rire de cette façon ne pouvaient pas être les monstres que la propagande avait promis. La désinvolture des hommes américains envers les femmes les a stupéfiés plus que tout. Ils ont vu des soldats offrir des cigarettes aux infirmières, échanger des blagues en égaux. Ils ont vu des femmes répondre avec de l'esprit vif, sans crainte de taquiner ou de défier. C'était un type de relation qu'ils n'avaient jamais imaginé. Pas formel, pas contraint, mais ludique, vivant. Le choc s'est poursuivi dans leur propre conversation. La nuit dans les baraquements, les femmes rejouaient ce qu'elles avaient de vu. L'une a dit qu'elle ressentait de l'envie. Une autre a dit la honte. Une autre simplement l'incrédulité. Les femmes pouvaient-elles vraiment vivre si ouvertement, si librement, sans être méprisées? Pour elles, c'était comme voir l'avenir. Un avenir que leur patrie leur avait refusé. Les loisirs ont fait plus que surprendre. Ils ont sapé le fondement même de la peur. Si l'ennemi pouvait jouer au baseball, danser au jazz et laisser les femmes rire en public, alors peut-être que la guerre elle-même n'était pas la simple bataille de la civilisation contre la sauvagerie que la propagande avait affirmée. Le fil barbelé restait, les gardes regardaient toujours, mais l'image de l'ennemi s'était déjà fracturée. La fin de la guerre n'est pas venue avec une cérémonie, mais avec des ordres. Des camions sont arrivés, des listes ont été lues, et on a dit aux femmes qu'elles seraient expédiées de l'autre côté du Pacifique. La nouvelle a apporté un flot d'émotions, du soulagement, de la peur, de l'incertitude. Certaines ont pleuré, s'accrochant les unes aux autres, craignant ce qui les attendait dans une patrie brisée par la défaite. D'autres ont fixé silencieusement l'horizon, incertaines d'appartenir encore quelque part. Le voyage de retour a été long. Les navires gémissaient à travers des mers grises, leurs cales remplies de corps fatigués. Des gardes américains étaient présents, mais l'atmosphère était différente maintenant. La guerre était terminée. Il n'y avait plus d'urgence dans leur voix, plus d'arêtes de suspicion dans leurs yeux. Au lieu de cela, il y avait des repas de routine servis, des contrôles médicaux effectués, des tentatives occasionnelles de conversation. Pour beaucoup de femmes, ce dernier passage était le plus étrange de tous. Naviguer loin de la captivité, et pourtant porter en elles une connaissance qu'elles ne pourraient jamais oublier. De retour au Japon, le premier choc n'était pas la liberté, mais la ruine. Les villes gisaient en ruine. Les villages étaient silencieux, les champs nus. Les familles les ont accueillis avec des larmes, mais aussi avec des questions auxquelles elles ne pouvaient pas facilement répondre. Où avaient-elles été détenues? Comment avaient-elles survécu? Les femmes ont hésité, puis ont commencé à raconter leurs histoires, prudemment d'abord, puis avec plus de confiance, et toujours dans leurs récits, certaines images revenaient. Le pain qui venait quotidiennement
empilées en piles nettes, les infirmières qui se déplaçaient avec compétence, qui détenaient l'autorité aussi naturellement que la respiration. Les lettres qui traversèrent les océans portant la preuve de la vie. Le rire des hommes et des femmes dansant ensemble sous les lumières du camp. Les matchs de baseball qui semblaient durer éternellement. Et oui, la crème glacée, le soda, les petits luxes qui avaient autrefois semblé impossibles. Les familles écoutaient, les yeux écarquillés, incapables de concilier ces histoires avec des années de propagande. Comment se pouvait-il que l'ennemi ait fourni des soins, voire de la gentillesse ? Comment se pouvait-il que les femmes américaines travaillent aux côtés des hommes en tant qu'égales, commandant le respect plutôt que le silence ? L'histoire s'est propagée tranquillement d'abord, chuchotée dans les maisons et les rassemblements, puis plus ouvertement dans les mémoires et les interviews des décennies plus tard. Pour les femmes qui l'avaient vécu, les souvenirs restaient vifs. Une infirmière, maintenant âgée, a dit à un intervieweur dans les années 1970 « Nous avons été choqués chaque jour, non pas par la cruauté, mais par son absence, par les choses ordinaires, le rire, la nourriture, les lettres. C'était plus difficile à croire que n'importe quelle épreuve. » Une autre se souvenait du son de la musique swing dérivant à travers les clôtures du camp. C'était étrange. Je l'ai détesté à l'époque, mais quand je l'entends maintenant, je pense à la vie. L'impact a atteint plus profondément que la nostalgie. Ces femmes portaient avec elles une vision d'un autre monde, un monde où l'autorité était tempérée par la routine, où les femmes occupaient des rôles visibles, où l'abondance faisait même des prisonniers une partie d'un système. On leur avait appris à craindre les monstres. Au lieu de cela, elles ont trouvé des gens. La contradiction les hantait, mais elle leur donnait aussi une graine d'espoir pour ce que la vie pourrait être au-delà de la guerre. Même dans les années ultérieures, quand les souvenirs s'estompaient et les visages s'effaçaient, certains détails ne les quittaient jamais. Le goût de l'eau propre donnée librement, la sensation de robes en coton pressé dans leurs bras, le son de la voix ferme mais bienveillante d'une infirmière, la vue de soldats riant à un match de baseball tandis que le soleil se couchait. Ces fragments sont devenus l'histoire qu'elles ont racontée à leurs enfants et petits-enfants, non pas seulement de défaites, mais de révélations. Et peut-être que c'était l'héritage le plus étrange de tous. Car en fin de compte, ce qui les a choqués le plus n'était pas la violence de la guerre, mais l'humanité qui s'est glissée à travers ces fissures. Dans les camps américains, elles ont trouvé un miroir de possibilités, fragile, imparfait, mais inoubliable. Elles l'ont ramené à la maison et en le racontant, elles l'ont porté en avant.